Bonjour, bienvenue au Studio Création. Alors, Studio Création est une association audiovisuelle, film, interview, teaser, bande-annonce, création d'événements et d'ateliers. Tout un artillerie pour te transmettre des valeurs et des messages. Et justement, comme j'aime bien le dire en parlant de messages et de valeurs, je suis avec un invité très, 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 très spécial. Oui, j'avais envie de l'appuyer sur le trait. Alors, il est comédien et humoriste. Il... Tu as sans doute déjà vu dans la fameuse sitcom série Caméra Café. Il a aussi joué dans d'autres pièces de théâtre, notamment Tous des malades, mise en scène par Alex Good, que je salue, et d'ailleurs et que je félicite par ses mises en scène assez, que ce soit loufoques, marquantes, créatives et aussi très intenses au niveau travail et rythmique pour le comédien. Et sans plus attendre, je te laisse visionner cette interview et on se retrouve à la fin. À bientôt. Imaginez, jouer c'est ma vie, jouer c'est ce que je suis. Maëlys a bien compris que le métier d'artiste, notamment devenir acteur, est très difficile. C'est pour cela qu'elle a conçu sa formation d'interprète, devenir un acteur libre et sans complexe. Pour la rejoindre, cliquez sur le lien et découvrez votre cadeau dans la description. Elle vous attend depuis son studio. A tout de suite. Bonjour, Bonjour. ravie de t'accueillir là. Ouais, moi aussi. On te connaît Ouais. via surtout, Bien sûr, via surtout, Caméra Caméra Café. Café. C'est pas Voilà. une insulte, tout va bien, je le vis bien. Et Ouais. justement, ma première question, c'est qu'est-ce que tu retires de cette expérience et est-ce que le fait de, est-ce que on t'a souvent attaché Ouais, à ce mon rôle personnage, ouais. et est-ce que ça n'a pas été trop difficile de te détacher de ce personnage ou justement ça t'a aidé pour la suite? Alors moi, ça n'a pas été difficile. Je sais que les gens ils disent oh là là, mais ça doit être épouvantable. Moi, je sais que je jouais un personnage en fait. Donc si tu veux, je suis pas du tout. J'ai écrit pour les nuls, pour les guignols, pour la série H, pour Caméra Café. J'ai fait les Gérard, j'ai fait de one man show, j'ai fait une dizaine de pièces. Donc si tu veux, je suis pas du tout à la fois dupe. Et à la fois, je suis même plutôt très heureux de Caméra Café. Après, moi, j'ai pas. On m'a proposé ensuite des rôles de crétin, et je suis tout le temps allé vers d'autres rôles. Alors bien entendu qui n'ont pas eu la renommée de Caméra Café, mais surtout parce que Caméra Café c'était visionné par 3 millions ou 4 millions de personnes par soir. Donc tu peux pas lutter face à ça, et même si tu fais des zéniths et t'en fais 20 à 5000 personnes, bah ça fait pas le compte en fait. Ouais. Tu ne rivaliseras jamais avec 4 millions de personnes par soir, j'entends bien. Et moi, je vis très bien le fait d'être attaché à Caméra Café parce que je trouve que c'est une bonne série. Et je trouve que c'est une série qui a pas trop vieilli. Voilà, entre nous. Mm. Et je trouve que les personnages et les situations fonctionnent parfaitement bien. Donc je suis très fier de ce travail. Donc la grande chance, c'est que bah, c'est de faire ton métier. Moi, je sais faire que des conneries, jouer. Bah, ça tombe bien, c'est ce que je faisais 12 heures par jour. Donc c'est formidable en fait. C'est vraiment formidable. Et au-delà de la gloire, au-delà de l'argent, il y a juste le sentiment de faire le métier que tu aimes, quoi. Et c'est merveilleux. Vraiment, c'est merveilleux. En plus, on s'entendait tous très bien et c'était top. Vous êtes resté en contact? Oui, on reste en contact, mais aussi ce métier fait qu'à un moment on est sur les routes, voilà, on a une famille, on joue, on va jouer en Roumanie, on va jouer à Bordeaux, et que bah, par la force des choses, on s'envoie plus des textos et des mails que de se voir de visu, parce que quand on a un peu de temps, on le consacre à notre famille en fait. Et donc tu disais que tu écris Oui, des spectacles ou on je les t'écrit? écris. D'accord. Mes one-man shows sont écrits par mes soins. D'où le fait que j'en écrive pas beaucoup parce que en fait ça me prend beaucoup de temps. Et puis comme je travaille pas mal à côté, du coup ça a été c'était difficile. Mais effectivement mes one-man shows c'est comment dirais-je, c'est ce que je fais de plus personnel en fait.
Voilà. Et dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce que j'ai écrit, dans tout ce que j'écris, j'essaye de mettre quelque chose de personnel, parce que je pense qu'à partir du moment où ça devient un peu personnel, ça parle au plus grand nombre. Oui, mes propres spectacles, j'écris surtout mes one-man shows. Et puis c'est vrai que quand je suis sur une pièce, ou ne serait-ce que sur un sketch, ou etc., s'il y a une petite vanne à rajouter, ou si au contraire il y a quelque chose à gommer, voilà, je pars toujours du principe qu'il faut dire les choses. Et puis soit ça reçoit un écho favorable, et si c'est un écho défavorable, c'est pas grave. En fait, les choses sont dites. Et je trouve que faut pas garder les choses pour soi quand on fait ce métier. Il faut juste dire, bah voilà, j'ai pensé à ça, je trouve que ça marche pas, mais je te propose une solution. Et après, les gens te disent youpi ou non, c'est de la merde. Et puis, bah voilà, t'as dit et t'as fait ce que t'avais à faire, ton métier. Voilà. Et est-ce qu'il y a des thèmes dans ce que tu écris que t'aimerais écrire ou que tu as pas encore écrit, par exemple? J'ai pas eu la chance encore de tout écrire parce que il se trouve que j'ai beaucoup d'idées et que voilà, que par moment je manque de temps pour pouvoir les écrire parce que l'écriture c'est vraiment du temps et que comme je suis souvent sur scène ou sur des plateaux à droite et à gauche, donc du coup c'est vrai que ça me freine dans mon écriture. Mais quand je dis que j'ai 15 000 idées, on ne doit pas être loin de ça en fait. Oui, parce que c'est pas évident d'écrire des sketchs. Je crois qu'il y a une structure en particulier. Vous Absolument, trouvez des absolument. comment tu Bah en fait, tu vas trouver moi j'ai l'impression d'être un médecin en fait, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tu rentres dans les sketchs et puis petit à petit tu les analyses, tu regroupes tes informations et tu trouves entre guillemets le cœur de ton sketch. Alors parfois ce sont des fulgurances et puis parfois c'est beaucoup plus technique et effectivement un sketch c'est une introduction, un incident déclencheur, des gens qui sont pris dans une situation, qui essayent de l'améliorer et qui vont de plus en plus se casser la... En voulant améliorer le souci, ils vont créer un plus gros souci. Donc ils vont être obligés de trouver ouais, une autre solution qui va encore les entraîner dans le merdier, dans un merdier sans fin en un fait. problème et une Exactement, solution? un problème et une solution à la fin. Voilà. Et dans la comédie, c'est tout le temps piteux en fait. C'est rarement incroyable. Et c'est vrai que tu es plus de théâtre, mais tu aimerais aussi faire aussi du cinéma ou... Oui, Enfin, j'aimerais en bien. dehors du caméra Non, café, non, mais peut-être bien pas. sûr, bien sûr. Non, non, mais maintenant j'aimerais bien écrire, jouer et réaliser pour le cinéma. Voilà, j'avoue très sincèrement, c'est quelque chose qui me manque, de diriger des comédiens, de pouvoir écrire, de pouvoir vraiment amener au fond, moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que je travaillais avec des gens qui, quand j'écrivais quelque chose, faisaient exactement, pratiquement ce qui était écrit. Alors il y avait bien entendu des retouches, par moments on me balançait mon travail à la figure, mais ça c'était normal, c'est entendable, ça fait partie totalement du métier d'auteur. Mais là j'ai eu de la chance parce qu'à chaque fois dans tout ce que j'ai fait, j'ai pu accompagner au mieux mes petits bébés. Et c'est vrai que pour le cinéma, j'ai écrit un film pour Élie et Dieudonné il y a une vingtaine d'années, et j'étais un petit peu déçu du résultat. Et je pense que dans le cinéma, il faut écrire et réaliser si on veut avoir si on veut être de A à Z pas du producteur au consommateur en fait. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de filtre et qu'il n'y ait pas quelqu'un. C'est comme un relais, vous donnez votre bâton à quelqu'un et puis bah, si la personne court un peu moins vite, bah, à la fin, bah, vous ne gagnez pas la course en fait. Et donc, avant Caméra Café, comment tu as démarré ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à Caméra Café? Ce qui m'a amené à Caméra Café, c'est j'ai commencé à travailler pour les nuls. Voilà, j'étais tout jeuneau. Et puis de là, j'ai rencontré Yvan et Bruno. On a fait une émission un peu mythique qui s'appelle Le Plein de Super, qui a été la première émission qui s'est passée dans une voiture.
Voilà, c'est la toute première émission avec une régie vidéo dans le coffre. Enfin, c'était un 4x4 hein, américain. Et voilà, c'est une émission assez mythique. Ensuite, j'ai commencé à travailler. Et c'est là où Yvan, en revenant de la machine à café, a dit mais il y aurait une idée formidable, c'est de mettre une caméra dans la machine à café. Donc c'est venu de là. Et puis j'ai écrit pour H. Et quand ils ont cherché des auteurs, je leur ai dit moi je veux bien écrire pour vous, mais j'aimerais bien jouer maintenant. Et en gros, c'est t'as des lunettes, tu feras le comptable. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Et puis bon, moi j'aime bien particulièrement tout ce qui est loser en fait. Je trouve que c'est des grands. Voilà, c'est des grands. C'est une étiquette qui te parle. Ouais, c'est vraiment ça me parle. C'est-à-dire que je trouve que. Quand tu vois Trump, c'est pour moi, il se vit comme un winner. Peut-être le côté se moquer de la caricature du loser, peut-être. Oui, et puis il y a vachement de tendresse en fait. Je suis sûr que Trump s'imagine comme le pire des winners, alors que pour moi c'est le pire des losers. Non mais il y a plein de gens qui essaient toujours de se mettre sous leur meilleur jour, et moi j'aime bien apparaître sous mon bon moins jour. Voilà, surtout en comédie. Voilà, je trouve que la comédie est propice à la loserie en fait. Quelle est la rencontre qui t'a le plus marqué et a été impactante? Oh, la rencontre la plus marquante, c'est avec Dominique Farrugia, parce que c'était mon pote d'enfance, et puis qu'on faisait les cons dans les booms et au square, et comme des cons. Donc voilà, ça a été la rencontre déterminante. Ensuite, il y a eu Alain Chabat, mais Bruno Solo, Yvan Le Bolloc, voilà, les auteurs de H, ont été des rencontres qui étaient formidables. Et puis avec tout au long de cette vie d'artiste et de comédie, j'ai eu pas mal de chance parce que j'ai rencontré des gens qui m'appréciaient et que j'appréciais. Donc que je faisais rire et qui me faisaient rire. Dans un échange assez parfait, vraiment dans un bon partage. Parce que la plupart des gens que j'ai côtoyés dans ce métier, je les revois avec plaisir. Et notamment, t'as joué dans On est tous des malades, non et tout. Tous des malades, avec Marion Gann et puis Jean Fornereau, Tadrida Hawking, Virginie Ledieu, Clément Koch, et puis Bertrand Nadler, voilà, qui l'a remplacé sur Paris. Voilà, c'est des gens que j'ai. Clément pouvait pas jouer à Et Paris. au niveau de l'intensité, parce que c'est vrai que souvent les mises en scène d'Alex Good sont assez intenses au niveau du rythme. Moi j'adore. Ça n'a pas été trop difficile? Non, ce qui était difficile avec Alex, c'est moi j'adore parce que je le trouve hyper bosseur. Donc j'aime beaucoup ça. Il boxe tout le temps, donc c'est super. Le truc c'est qu'il nous a fait faire des chorégraphies. Et je suis, autant toi ça te parle, autant moi je danse comme un manche. Hein. Comme je dis, quand on danse, on voit bien que je baise mal. Et donc voilà, et donc en fait, si tu veux, il fallait vraiment travailler tous les jours. Et bien entendu, je ne l'ai pas fait tous les jours en me disant je travaillerai à la fin de la semaine. Et là, ton corps doit emmagasiner les pas. Et pour un non-professionnel comme moi, c'était particulièrement difficile. Donc par moments, j'avais un peu l'impression d'être Charlie Chaplin. C'est-à-dire j'avais travaillé et j'arrivais pas à faire les trucs. Et puis 4 jours après, Alex me disait mais c'est super Alex. Je disais mais j'ai travaillé, mais ça descendait pas jusqu'au pied. En fait. Donc ça, moi, je trouve que la danse, je trouve ça super, la danse. Je suis un piètre danseur, mais vraiment, je trouve ça top. Je trouve ça top sur la rigueur, sur le rythme, sur le travail que ça demande. Et ça a été la partie la moins facile parce que exigeante. Et puis, quand tu danses, tu ne trompes personne. Ouais. C'est-à-dire que si t'as pas travaillé, et si t'es pas professionnel, bizarrement, ça se voit, tu danses avec 2 enclumes, et même toi, je suis sûr que les gens, ils t'entendent dans ta tête te dire... Oui, mais en fait, le public, comme il connaît pas le spectacle, il peut se laisser, passer à l'improvisation. Absolument. Effectivement, le public ne sait pas et ne connaît pas ce qui se passe, mais moi, je parle vraiment en répétition. J'ai adoré travailler avec Alex Good. Voilà. Et quel a été ton déclic? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est parce que je me suis toujours, je crois, identifié à Pierre Richard. C'est entre Pierre Richard et Depardieu.
Je n'ai jamais rêvé sur Depardieu, que je trouve formidable, hein, attention. Voilà, mais moi, le mec avec le... Moi, je me reconnaissais dans Bourvil, je me reconnaissais dans Pierre Richard, je me reconnaissais dans le type totalement inadapté qui essaye de faire de son mieux et qui arrête pas de faire des conneries à son insu et à l'insu des autres. C'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est l'identification à être heureux, à faire le con et à faire rire les gens. Je trouve ça génial de faire rire les gens en fait. Quels sont tes mots d'ordre qui t'impactent? Alors la première chose, c'est le plaisir. Je pense que c'est que celui-ci. Le plaisir déjà de la lecture, de se projeter en disant tiens, le rôle il est intéressant, la pièce ou le film est globalement chouette et tout. Et voilà, ça c'est vraiment les premiers mots qui m'accompagnent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ensuite, et donc en fait, l'idée c'est que le plaisir que j'ai eu à la lecture, eh bien il se retrouve sur scène et qu'il soit absolument décuplé. Et ça c'est vraiment pour moi hyper c'est primordial. C'est le seul truc qui m'intéresse vraiment, et de travailler avec des gens que je ne connais pas, mais dont on est dans une famille un peu de pensée. Tu vois, on a des pensées, il y a un tronc commun. Après, on n'est pas tous obligés de penser les mêmes choses, même de ne pas avoir les mêmes idées politiques. Moi, je m'en fous alors totalement, et alors plus ça va, plus je m'en fous. Mais voilà, c'est le mot, je trouve que c'est le plaisir de faire quelque chose et de l'accompagner à son terme. Le plaisir qui compte, le plaisir de la lecture, le plaisir de jouer, le plaisir de se projeter dans le personnage, le plaisir d'être avec les partenaires, le plaisir d'être ensemble et de faire le même projet. Et qu'on joue tous dans la même pièce, le même film, le même sketch. Voilà, et ça, je trouve que c'est quand tu as ça, ce qui est assez rare, malgré tout, malgré tous les efforts des uns et des autres, on n'y arrive pas tout le temps. Et c'est ce qui rend la beauté de ce métier, et aussi par moments ce qui peut le rendre insupportable. Voilà. Mais j'aime beaucoup ça. Moi, c'est le plaisir, c'est le maître mot de ma vie. Des mots totems. Alors, moi, je fais beaucoup de comédie, donc déjà, il faut que ça me fasse rire. Il faut que ça soit bien écrit. De faire des choses que j'ai pas vraiment faites et d'explorer. T'as toujours été soutenue par tes parents? J'ai eu la chance d'être toujours soutenu par mes parents, par ma famille et mes amis. Ça a été assez simple. Il y a des gens qui vont se battre contre leurs parents, quel que soit le métier. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Voilà. Mais moi, j'ai eu la chance de faire ce que j'aimais et d'être tout le temps soutenu. Ça, je trouve que dans un milieu et dans un métier aussi difficile que le milieu du spectacle, je trouve que c'est formidable de pouvoir être aidé et d'avoir... C'est un peu comme une boussole, en fait. C'est un peu comme un phare dans la nuit. C'est comme une étoile qui brille. Tu sais à peu près où tu dois aller. Et ça, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est une grande richesse, si ce n'est la plus grande. Quelles sont les rencontres ou la rencontre qui t'a le plus marqué? La rencontre qui m'a le plus marqué, c'est Dominique Farrugia, parce que on faisait les cons à 7-8 ans dans des soirs, on jouait aux cow-boys, aux indiens, aux billes, aux soldats. Et puis ensuite, on s'est retrouvés ados, on a commencé à draguer les nanas, et puis à dire des conneries, et puis on était entre guillemets plus beau quand on disait des conneries que quand on était tout timide. Moi, j'étais particulièrement timide. Et donc en fait, c'est ça qui a fait que... Et Dominique ensuite est rentré à Canal, et m'a fait rentrer à Canal. Et si tu veux, c'est un peu merveilleux. En fait, on faisait les cons, et puis du jour au lendemain, on s'est retrouvé à la télévision, à être payé, à ce que ça devienne notre métier. Moi, j'avais l'impression que c'était vraiment tombé sur moi, quoi, qu'il y avait le doigt de Dieu qui m'avait dit « Tu feras rire les Français ». Et donc voilà, donc c'est toujours aussi miraculeux, magique et merveilleux. Et je suis encore émerveillé de faire ce métier et puis de l'aimer. Voilà, d'être un artiste, j'aurais jamais imaginé de ma vie que je le sois, en fait. Et tu as toujours voulu faire ça depuis... Mais en fait, tout m'a poussé à ça. C'est-à-dire qu'il y avait des discours d'anniversaire, c'était moi qui devais les écrire. Et puis en fait, ce qui se passait, c'est que ça avait l'air de prendre la tête à plein de gens, et moi, ça me prenait pas la tête.
Donc je me suis dit, c'est une combine assez géniale. T'écris, ça te prend 5 minutes. Et puis hop, et ce qui n'était pas vrai du tout, autant te dire que j'étais pas du tout, j'étais très très loin de ce qui allait m'arriver. Et puis même sur le travail, c'est-à-dire que le travail, c'est des heures et des heures, quoi. En fait, même un sketch de 3 minutes 30, là, ce sont des heures à peaufiner tes dialogues, à t'apercevoir que la situation n'est pas si merveilleuse que ça, etc., à retravailler. C'est des moments un peu d'angoisse, de frustration, d'échec. Et puis, petit à petit, tu trouves toujours un fil qui te ramène à ce que tu as envie de faire, quitte à abandonner ton idée de départ. Et moi, je pensais pas, j'aurais jamais imaginé que tout m'a ramené à ça. J'ai fait du théâtre la première fois où je suis rentré dans une salle de théâtre, c'était dans une salle de lycée. Et le professeur, c'était Michel Bougenat, et c'était avec Serge Zanavicius. Et ça a été vraiment, ça a été une suite de rencontres et de hasards. Et alors après, ça peut être des coïncidences, est-ce que c'est le destin ou pas, je n'en sais rien. Et je veux pas le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai eu pas mal de chance. Et j'ai su saisir pas mal de chance aussi par le travail. Parce que c'est vraiment beaucoup de travail, en fait. Et tu as été soutenu par ta famille J'ai tout le temps été soutenu par ma famille. Et ça, je trouve que c'est une chance extraordinaire. Quand tu as des amis et la famille qui te soutiennent, c'est top. Quitte à ce qu'ils soient pas toujours, ils sont toujours bienveillants, mais par moments ils sont honnêtes. Et donc, dans l'honnêteté, il y a une part qui est pas facile. Et je trouve qu'ils ont toujours été, je les ai toujours trouvés super avec moi parce qu'ils sont bienveillants et même quand c'est pas terrible ou moins bon, ils disent que c'est pas terrible et moins bon, mais ils te le disent avec bienveillance. Voilà. Et ça, j'aime en fait. Je les trouve honnêtes. Et ils m'ont toujours poussé à faire ce que je voulais et donc à faire le métier que je voulais. Et ils m'ont jamais dit beaucoup d'appelés, peu d'élus, c'est fais-le. Fais, et puis tu verras. Oui, c'est ça, parce que souvent ils ont tendance à vouloir un métier traditionnel. Exactement. Et surtout, c'est que eux, pour eux, il y a Jean Dujardin, Georges Clooney et Sharon Stone. Et Julia Roberts, voilà. Et entre ça et toi, il y a un vide abyssal. Or, bon voilà, on peut quand même, on peut en vivre. Mais c'est un métier qui est pas facile, qui est fait de rencontres. Et moi, j'ai eu la chance de faire de très jolies rencontres. Voilà. Je sais pas si ça s'arrête effectivement par rapport au contexte actuel. Comment tu penses, est-ce que tu penses que ça va se régulariser ou comment tu... Je pense que ça va se régulariser. Le vrai souci, c'est qu'entre le moment où ça va se régulariser, c'est-à-dire là et aujourd'hui, on ne connaît pas le delta. On ne sait pas si ce sera dans 6 mois. De toute façon, là, il faut se dire que pendant 2 ans, ça va être compliqué. Et pour être copain avec des restaurateurs, ils disent en ce moment, on paye les charges. Donc en fait, ça va être un peu ça. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on tienne tous les uns et les autres pour pouvoir payer les charges et pour que rien ne soit mis en danger. Mais on est tous en grand danger. Mais les intermittents du spectacle, comme les gens qui fabriquent des pneus dans le nord de la France, voilà, on est tous fragilisés par cette situation. Et moi je pense que le théâtre, d'une façon générale, comme le cinéma, ils ne vont pas mourir. Ça, c'est évident parce que les gens auront toujours du plaisir à se retrouver à plusieurs dans une salle et à être captés par une histoire. Et on aura toujours besoin, on aime nous raconter des histoires. T'écoutes la radio, t'as une chanson qui te raconte une histoire et qui te ramène à des sentiments. Même la musique classique où il n'y a pas une phrase, t'es embarqué dans des histoires, certes musicales. Et je pense ça fait partie de l'être humain. Voilà, ça fait partie de l'être humain. Maintenant, la difficulté, c'est combien de temps ça va durer. Ça rend beaucoup de personnes avec des tensions, des conflits qui pourraient se mettre en place pour retrouver l'unité ou la bienveillance. Alors l'unité, la bienveillance, on a tout fait depuis une 40aine d'années pour que ça soit pas le cas. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour ça, c'est-à-dire qu'on est dans une société aujourd'hui archi-individualiste.
On s'est aperçu à travers le football que les mecs ne pensaient qu'à eux et que les équipes qui gagnaient, c'était des équipes. C'était pas des individualités mises bout à bout. C'était simplement des gens qui s'entendaient bien et qui passaient le ballon, la balle et qui passaient l'énergie. Et si tu veux, le truc c'est que moi je pense que ce qui est terrible dans cette crise, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on est obligé quand même de parler de vivre ensemble. À une époque où on a mis les gens pauvres à la campagne ou dans des banlieues, où tous les cœurs de ville sont des gens, on est tous des bobos parisiens, même si tu vis à Bordeaux, à Nice ou n'importe où, à Marseille, à Lille, Strasbourg ou Brest. Donc il y a toujours un clan bobo, voilà, qui sont réduits à des prétentieux, mais sauf à des gens qui sont un peu plus fortunés. Et c'est ça qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ce communautarisme, c'est pas un communautarisme de religion pour moi, c'est un communautarisme sociétal de mètres carrés. Et aujourd'hui, on aimerait que les gens vivent ensemble alors qu'on a tout fait pour les séparer. Et maintenant, on aimerait qu'ils vivent tous ensemble. Bah non, ça va être difficile. Donc, je pense effectivement, le mieux, c'est qu'on trouve de la vie ailleurs et que les Martiens nous attaquent. Et donc en fait le monde se ligue contre tous ensemble. Donc on a effectivement aujourd'hui, ça s'appelle le Covid-19, où tout le monde se... Et puis une fois qu'on aura le vaccin, eh bien on se remettra à nouveau sur la figure. J'ai l'impression qu'on est dans une guerre économique depuis la nuit des temps et que c'est pas prêt de s'arrêter. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui on est peut-être la forme la plus évoluée et la plus consciente de ce monde, et ce qui est terrible, c'est qu'on n'arrive pas à agir sur lui. Voilà. Mais même avec le confinement ou tout ça, ça n'a pas forcément noué plus de... Parce que tout simplement, ce qui était formidable avec le confinement, c'est qu'on a tous été obligés de réfléchir sur ce qu'on était, sur ce qu'on voulait, sur ce qu'on ne voulait plus. Et une fois qu'on a été déconfiné, on repart exactement pareil, sans que le confinement en fait nous ait appris quoi que ce soit. Et on a juste le sentiment que la société est ainsi et on se fond là-dedans. Et moi je pense qu'il y a une vie différente qui est possible et je suis le premier à ne pas la mettre en place. Voilà. Et on a tous peur pour notre petit précaré, ce qui est tout à fait logique et tout à fait normal. Mais aujourd'hui, effectivement, et puis il y a aussi un autre truc, c'est que si tu étais con ou intelligent avant le confinement, tu ressors pareil en fait. Ouais. C'est-à-dire, non mais tu vois, c'est quand juste fait une pause pendant. T'as fait juste une pause sur ta connerie ou ton intelligence, voilà, que tu n'as pas mis au service des autres. Et puis à un moment, quand tu repars, et sachant qu'on est tous un peu intelligents et tous un peu cons, du coup, on repart dans les mêmes travers. Et puis en plus, la vie entière nous amène à pas réfléchir. Voilà, les transports, tu te balades, tu roules pas, tu passes un temps fou dans les transports, sauf dans le métro. On est dans une vie et dans une ville qui est dingue, en fait. On porte des masques, en fait, c'est pas les masques de chirurgiens, mais on les porte quand même. On a Et après, on a nos micros qu'on a tête. Voilà, donc j'avoue très sincèrement, dans le niveau du grand n'importe quoi, je trouve que là, on est quand même pas mal. On est vachement bien, en fait. Et le confinement, tu l'as plutôt bien vécu ou puisque tu as été créatif? Je l'ai très bien vécu, parce que j'ai été extrêmement créatif, parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai pas tout le temps du temps pour moi. Et comme j'ai eu du temps pour moi pendant 2 mois. Et donc, du coup, j'ai écrit 3 séquenciers de films. Et j'ai écrit aussi une émission de télé. Voilà, j'ai fait vraiment plein de choses qui m'ont permis de ne pas réfléchir et de me dire j'ai 2 mois, il faut que je le fasse. Voilà. Parce que tu arrives à en vivre pleinement ou Oui, j'arrive à en vivre pour l'instant pleinement. Pendant combien de temps, je n'en sais rien, mais pour l'instant, j'en vis pleinement. J'ai parlé de service aux autres. Est-ce que tu as des causes humanitaires qui te touchent en particulier ?
pour laquelle tu t'as joué ou tu as pu mettre en œuvre? Alors, ce que j'ai mis en œuvre et ce qui me touche le plus en fait, c'est que je suis parrain d'une association qui aide les jeunes dans les quartiers de faire de l'aide à la lecture, de faire voilà, parce que en fait il y a plein de gens, le système scolaire leur va pas et ils sont à ça de décrocher. Et il y a des gens qui s'en occupent et qui s'occupent de ces gamins-là pour qu'ils ne décrochent pas. Parce que effectivement, la culture, le savoir, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir d'agir, c'est le pouvoir de réfléchir, c'est le pouvoir d'être créatif. Et voilà ce que je fais, et ça j'y crois vraiment, c'est-à-dire que je crois vraiment à ce que individuellement nous fassions des choses. Moi je peux rien faire pour la planète, je roule moins, j'essaye de consommer le mieux possible. Je m'aperçois que ma poubelle en carton et en plastique est bien plus importante que ma poubelle de détritus. Ouais. Voilà, je trie mes déchets, j'essaye de faire attention. Pour la planète, j'essaye de faire attention. Après, je m'arrange avec ma conscience quand il faut prendre un avion. J'ai même fait une série de documentaires qui s'appelle Very Green Trip, qui s'appelle Voyager sans polluer. Donc je suis plutôt un peu informé entre guillemets sur tout ce qui est pollution, etc. Mais ce que j'essaye de faire au quotidien, c'est d'être agréable, d'être poli, et puis de faire des choses à ma petite échelle. C'est ce que je disais l'autre jour, c'est entre la théorie du colibri. Tu connais la théorie du colibri? Non. Le colibri, en fait, la forêt brûle, et puis il y a un petit colibri qui va chercher de l'eau dans le lac qui est à côté. Il vole, et puis avec son petit bec, il met une petite goutte. Et là, il y a deux animaux qui le regardent et qui lui disent: mais qu'est-ce que tu fous, tu fais quoi avec tes petites gouttes là? Tu vois pas que l'incendie, ça ravage des hectares et des hectares? Il fait: oui, mais moi je fais ma part. Voilà. Et je trouve que si chacun fait sa part, eh bien, à faire attention à ce qu'on consomme, à faire attention à plus donner à des supermarchés qui sont pas éco-responsables, etc. Je trouve qu'on peut peut-être nous aussi créer un cercle vertueux, sachant qu'il n'y a que l'argent qui compte. Aujourd'hui, le seul pouvoir... Et là, de plus en plus, De plus en plus. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'argent et que le fric. Et que si tu tapes, effectivement, dans le portefeuille de ces grands multinationales qui en sont en train de dézinguer la planète, et c'est pas de revenir à la lampe à huile, ou c'est pas de revenir à la bougie, c'est juste de faire un peu plus attention, et les uns et les autres. Voilà, mais c'est pas, moi j'ai pas envie de revenir avec la roue, et la calèche, j'ai pas envie de tout ça, tu vois. Et puis en plus les chevaux en appartement, c'est un peu malheureux, je trouve. Donc voilà, non mais j'essaye, c'est entre la théorie du colibri, la théorie du colibet, c'est-à-dire que après j'aime bien ironiser d'une façon cynique ou pas malveillante, mais ou moqueuse. Voilà, sur nos travers, parce qu'on en a plein et personne n'est parfait. Mais c'est vrai que on peut pas se retrouver le 2 août à avoir consommé tout ce que la planète est capable de nous donner. Surtout que il va y avoir un quart de ces richesses qu'on a pris à la planète qui repartent, mais alors dans une poubelle. À l'heure actuellement, il y a des gens qui crèvent juste, ils n'ont pas de flotte. Ils n'ont pas d'eau, ils peuvent rien faire, ils n'ont pas d'eau, ils peuvent pas cultiver, ils peuvent pas boire, voilà, etc. Donc c'est à nous de faire vraiment attention, je trouve. Puisque justement, ce qui est important, c'est l'entraide. Et quels sont les conseils que tu donnerais à un comédien débutant ou un Alors, moi, je pense que le plus important dans ce métier, c'est le réseau. Voilà, c'est qu'il faut avoir des gens qui connaissent, voilà. Et puis, c'est aussi de l'envie sur des personnages, de l'envie sur des pièces, sur des spectacles, sur des films. De savoir ce qu'on a envie de faire dans ce métier, parce que c'est un métier qui est vaste. Il y a des comédiens, mais aussi des danseurs, des danseuses, des preneurs de son, des caméramans, des gens qui font de la lumière, des gens qui habillent, des gens qui maquillent. Il y
on peut faire un métier artistique à condition de bien savoir ce qu'on veut faire et dans quelle partie on est plus ou moins bon quand même. Et je trouve que c'est une question d'envie, de réseau et puis d'être agréable aussi. Je trouve que c'est bien aussi d'être agréable, d'être souriant, d'être plutôt bienveillant, de s'apercevoir que on peut améliorer telle et telle chose. Je trouve que c'est bien et de le faire pour les autres, d'une façon altruiste. Il y a soit des critiques, Mhm. soit des moqueries. Oui. Et comment tu t'assumais face aux moqueries Eh ben, écoute, c'est toujours très difficile, c'est-à-dire qu'on a beau se dire que ça te touche pas, ça te touche. Et puis, ce qui est toujours difficile dans la moquerie, c'est qu'il y a toujours une part de vérité. Et cette part de vérité, c'est de bien savoir où elle se trouve pour vraiment s'améliorer. Moi, je trouve que quand quelqu'un te critique, soit c'est un vrai problème de personne à personne, mais je trouve que moi, je trouve que la critique, au contraire, peut être constructive. Et je fais attention à ça aussi. Voilà. La critique qui est négative pour être négative et pour méchante et blessée. méchante et blessée, tout ça, effectivement, c'est méchant et blessant, mais c'est sur le moment et après, c'est même pas mal en fait. C'est comme un gamin qui se casse la figure, il fait oh bobo, 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 et puis voilà, un quart d'heure après, il n'a pas oublié, mais il est passé à autre chose. La critique est constructive et qui te touche, et tu dis, je trouve que la personne a raison et ça va me permettre de m'améliorer, c'est vachement bien. Voilà. Oui, c'est constructif. l'image de l'enfant il fait ça pour attirer l'attention, presque pareil qu'un Exactement. hater, soit un critique qui Exactement, va exactement. blesser pour... Et puis j'ai eu la chance dans mon métier de faire des bides, et donc en fait, on n'en meurt pas en fait. On n'en meurt pas. Si les gens veulent vous en veulent, allez-y, qu'ils le fassent. Mais moi, jamais la critique ne m'a atteint dans ma détermination à continuer ce métier et à m'amuser dedans. Il faut dépasser ça. Complètement. Il faut effectivement totalement dépasser tout ce que... Moi j'appelle ça de l'ego en fait, c'est l'armure de l'ego. Je trouve que ce qui est intéressant, et puis ce métier nous amène à jouer avec des émotions, à essayer de comprendre des connards, à essayer de comprendre, à jouer des serial killers, à essayer de... Voilà, moi je trouve que rien n'est plus intéressant que de jouer la part d'ombre. Qu'est-ce qui fait que Fourniret est un pervers sur l'échelle de Richter tout en haut? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui assassinent? Tout ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça très intéressant. Et je trouve ça intéressant à explorer dans la nature humaine et sur un versant quasi psychologique en fait. Est-ce qu'il y a un livre en particulier qui marque ou tu pourrais recommander par exemple? Alors j'adore un livre, une autobiographie. Le livre qui m'a marqué, qui s'appelle Une vie d'Elia Kazan. Elia Kazan a été un immense cinéaste, qui est un réalisateur américain d'origine turque, je crois, et qui a fui, sa famille a fui la Turquie qui était pauvre pour aller aux États-Unis d'Amérique. Et il a fait un premier film qui s'appelle America à ce propos. Et c'est un très grand cinéaste qui a fait Sur les quais, qui a fait L'arrangement, qui a fait quelques chefs-d'œuvre hollywoodiens et de la grande époque. Et c'est un type qui a dénoncé des gens pendant le macartisme, donc qui a été blacklisté à son tour. Le macartisme, c'est tout simplement, c'est un sénateur qui s'appelle McCarthy qui traquait les communistes, parce que pour lui, les communistes, c'était l'URSS, et l'URSS, c'était l'ennemi absolu des États-Unis dans les années 50, enfin 40, 50, 60. Et lui était en plus affilié au Parti communiste, en plus. Et il a dénoncé des gens pour pouvoir continuer son métier. Et dans Une vie, c'est une autobiographie, et il a été d'une très grande honnêteté, et il a dit ce qui s'est passé, pourquoi il l'avait fait. Et c'était je trouve assez courageux de sa part de le faire. Et j'aime beaucoup ce livre pour l'honnêteté qui s'en dégage dans tout ce qu'il peut y avoir de plus horrible dans l'honnêteté. Parce que
Et je trouve que quand on est capable d'être honnête, déjà je trouve que quand on est capable de dire c'est vrai, c'est de ma faute, je trouve qu'on fait un grand pas et qu'on est tout de suite plus soulagé, qu'on se sent mieux et qu'on s'en veut pour des bonnes raisons d'être con et non pas de culpabiliser parce que tu as fait quelque chose de mal. Ça j'aime pas. Ce que j'aime c'est que quand on affronte honnêtement les choses, en face, la vérité en face, ça je suis très... j'aime, ça me touche particulièrement, mais c'est vraiment, c'est quasiment familial. Voilà, c'est quelque chose de très personnel et je pense qu'il y a des gens qui veulent être journalistes parce qu'ils veulent connaître la vérité, veulent comprendre comment, comment et pourquoi tel ou tel individu ont agi de telle ou telle façon. Et j'ai aimé ce bouquin parce que l'homme se met à nu. Et quand tu te mets à poil, eh ben, il n'y a pas que des bons côtés que tu as. Et je trouve qu'il faut un certain courage, une certaine force, une certaine analyse de soi-même, de vouloir... On a tout le temps envie de briller aux sociétés et on a tout le temps envie de donner son meilleur visage. Et quand tu offres ce que tu as de moins bon en toi, je trouve que c'est un début de compréhension et pour moi c'est une fenêtre et une porte à mieux connaître les gens. Et je suis pas du tout dans un truc de starification où tout le monde doit être impeccable. Moi j'aime les fêlures, les failles. J'aime que les gens me disent qu'ils ont peur. Et quand je peux faire quelque chose pour eux, je fais quelque chose pour eux. Et j'aime ça. Et ce bouquin m'a énormément plu sur être honnête avec toi-même. C'est être responsable, c'est connaître tes failles et c'est aussi d'avoir des forces. D'accord. Peut-être que si tu as un mot de la fin que tu voudrais dire, Le mot de la fin, à qui? À toi, aux gens qui nous regardent, Oui, c'est un conseil, c'est quoi? des valeurs que tu voudrais transmettre, par exemple, si tu avais... Voilà, d'être honnête et avec vous-même, je trouve que c'est vachement bien. Je trouve que c'est ce qui vous fait aller le plus loin et le plus rapidement possible. Donc c'est bien. Mm. Donc, D'être authentique. d'être authentique, exactement, d'être sincère. Alors après, on ne l'est jamais complètement parce que c'est difficile d'être sincère tout le temps. Et puis, l'hypocrisie a du monde quand on vit en société et surtout avec des gens qu'on n'aime pas. Ça ne sert à rien d'aller ça sert à rien d'aller se battre avec eux. Mais je trouve d'être sincère et de se battre contre des idées qui vous révulsent, je trouve que c'est bien. Justement, le fait d'être authentique, beaucoup, en ce moment, ça se fait beaucoup, c'est le storytelling, de pouvoir Oui, raconter son histoire et c'est ça qui touche le cœur. moi j'aime le filtre d'un climat social, j'aime le filtre de personnages, et c'est pour ça que j'aime aussi les films de Chabrol. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... on est du bon côté de la barrière, mais du coup, on fait peu d'efforts pour les autres, etc. Et ça, j'aime, en Avec fait. du piment ou avec les côtés noirs, sombres. Exactement, Oui, parce qu'il y a... Après, ce qui est bien, c'est que ça permet de casser cette pudeur et de pouvoir se livrer, de se mettre à nu. exactement, exactement. Et j'aime, par exemple, je pense à ce film de Karine Viard où c'est une nounou qui est en train de prendre la place de la maman, etc. Voilà, j'aime ça parce que effectivement, on sent de la cruauté, mais on sent derrière toute cruauté, il y a un vrai malaise, quoi. Il y a une vraie souffrance. Et je trouve qu'à travers des personnages, je trouve ça intéressant et puis les auteurs sont là pour explorer la partie la plus jolie et la partie la plus laide de l'être humain. Je sais qu'on apprend beaucoup par expérience Oui. sur le terrain, mais par la pratique. Mais est-ce que tu as aussi suivi des formations théoriques Alors, ou soit en j'ai fait quelques stages d'improvisation. Ça m'a énormément plu. Et j'ai fait un petit peu l'acteur studio et je me suis emmerdé. Je me suis emmerdé, mais vraiment, je me suis emmerdé. Et je pense que quand je l'ai fait, c'était déjà plus de mon âge. Par Je rapport crois. au fait qu'ils privilégient plus des personnes ou par rapport au fait de... Non, je pense que c'était, comment dirais-je, m'intéressait, mais je pense que j'arrivais un peu trop tard
J'avais déjà acquis des choses et ça m'a pas amené grand-chose. Voilà. Ce qui est une connerie de dire ça, puisque de toute façon, le métier de comédien est un métier infini. Oui. Donc voilà. Oui, après, même quel que soit le métier, on apprend des outils, des petites choses Exactement. en plus. Et même, il faut faire souvent, quand même, quand on rentre dans une formation, faire reset, recommencer à zéro, Exactement. même si on connaît. Tout à voilà. fait. Et je suis arrivé à un mauvais moment. Et je me suis aperçu que dans ce que j'aimais, c'était raconter des histoires, improviser et faire rire. C'est vraiment les choses qui me font le plus marrer. Voilà, c'est mon bain à moi. Voilà, c'est là-dedans que je fais des bonds, que je fais des plats, que je saute, que je rigole, que je bois la tasse, que voilà, c'est là-dedans, c'est mon élément, c'est mon grand bain à moi, c'est celui-ci, voilà, et de mouiller la chemise, voilà, c'est ça que j'aime. Le reste, tout ce qui est théorique et tout ça m'intéresse assez peu. Et pourquoi tu avais choisi cette école en particulier? Parce que je pensais que c'était bien et ça l'était, mais je pense que j'étais pas différent, mais j'étais pas complètement, je cadrais pas avec cet enseignement-là. Jouer et d'être payé pour ça, moi je trouvais ça merveilleux. Déjà que je le faisais gratuitement, si en plus j'étais payé et que c'était un métier, c'était merveilleux, quoi. T'as peut-être des projets sur l'année à venir? Rien n'est signé, mais pour l'instant, je touche du bois. Je vais toucher le bois de ta guitare. Et je m'estime très chanceux pour l'instant. Donc voilà. Je peux, si tout se passe bien, si ce putain de Covid arrête de nous casser les pieds, ça peut être formidable. Je suis que sur des projets où je vais me marrer. D'accord. Autant toi dans l'écriture que... Autant moi dans l'écriture parce que je vais continuer mon one-man show que je vais jouer à Paris le 20 et le 21 novembre au Nez Rouge. Mais au-delà de ça, et que je vais jouer en tournée, mais au-delà de ça, il y a plein de projets qui peuvent être vraiment formidables. Donc je suis content. Et tu as aussi participé à des festivals, Oui. Festival d'Avignon. Oui, ouais. Est-ce qu'il y a eu, tu as trouvé des retours, j'imagine que... J'ai eu des retours par rapport au spectacle que tu as vu, j'ai eu des retombées, des retours très positifs. Donc en fait, tout s'est un peu cassé la figure, mais comme tout le monde avec le Covid. Parce que voilà, je devais refaire le festival d'Avignon, et puis bon voilà, on est quand même en parenthèse depuis 4 mois et demi. Moi j'ai eu la chance de reprendre au mois de juillet, mais il y a plein de camarades qui ont repris fin août ou le 15 septembre. C'est pas parce que je suis meilleur qu'eux, c'est juste parce que voilà, ça s'est fait. Et il y a des gens qui ont pu reprendre bien avant moi, eux aussi. Mais le truc, c'est que c'est vrai que bon, ces histoires de Covid ont bien savonné la planche. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu pas mal de chance par rapport à mon festival et à tel point que je vais le refaire l'année prochaine. Si tout va bien. Merci pour cette interview et pour cet échange. Merci à toi. On peut te retrouver sur les différentes dates en tournée, et puis j'espère, si Dieu le veut, du spectacle, que je vais pas mal travailler en 2021. J'espère. Et on te souhaite tout le bonheur du monde. Voilà. Moi aussi. On croise les doigts. Tu peux nous retrouver sur la chaîne. Tu peux aussi continuer à suivre les prochaines vidéos, les prochains films qui arrivent sur la chaîne. Donc si c'est pas déjà fait, tu t'abonnes et tu utilises l'outil Clap. Je sais pas si tu te rappelles ce que j'avais dit. Clap. Alors Clap, comme au cinéma, Clap. Commente, like, abonne, partage. Voilà, donc un petit rappel. Et je te dis à très vite et à bientôt. Bye. Imaginez, jouer c'est ma vie. Jouer c'est ce que je suis. Maëlys a bien compris que le métier d'artiste, notamment devenir acteur, est très difficile. C'est pour cela qu'elle a conçu sa formation d'interprète, devenir un acteur libre et sans complexe. Pour la rejoindre, cliquez sur le lien et découvrez votre cadeau dans la description. Elle vous attend depuis son studio. A tout de suite.